Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire technique du réseau Agriphone de Nouvelle-Aquitaine. Je me présente, Julie Bernard, chargée de mission biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'ai animé ces webinaires qui sont conduits dans le cadre du programme Agriphone régional 2022-2024, qui repose sur 3 thématiques principales, qui sont donc les bords de champs, les haies et les couverts végétaux. Le réseau Nouvelle-Aquitaine compte 20 partenaires, dont 10 chambres d'agriculture, 9 fédérations des chasseurs et l'OFB, qui sont répartis sur 9 départements. L'idée, c'est donc de valoriser les actions menées par nos partenaires dans les différents départements engagés. Diapo suivante, s'il vous plaît. D'un point de vue organisation, nous allons être sur un webinaire d'environ 1 heure, avec une présentation par nos intervenantes d'environ 25 minutes, suivi par un temps d'échange. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans l'espace de discussion. Et puis, comme on n'est pas trop nombreux, je pourrais aussi vous donner la parole directement à la fin de la présentation. Donc, ces webinaires seront enregistrés et disponibles sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture prochainement. Donc, je vais laisser la parole à Caroline Cailly de la Fédération départementale des chasseurs de la Vienne et à Aurélie Delmas de la Chambre d'agriculture de la Vienne pour leur présentation sur les bandes fleuries. Oui. Merci Julie. Julie, bonjour à tous. Les présentations, ça y est, tu les as faites. Effectivement, donc je vais commencer et puis Aurélie enchaînera et on répondra à toutes vos questions après. Il n'y a pas de problème. Alors, donc tout d'abord, on a repris la source, ça ne vient pas de nous, c'est GTANA bord de champ sur les quelques chiffres clés. Alors oui, je remets dans le contexte. Alors, on a été un coup catalogué dans les dossiers bord de champ. Après, cette année, dans la convention actuelle, dans les intercultures, on est un peu à cheval entre les deux, puisqu'on n'est pas dans la définition stricte du bord de champ qu'a défini mes territoires. Nous, on est plutôt sur des bandes mellifères en bordure de champ, voire en intraparcellaire, je vais vous expliquer ça. Mais voilà, pour remettre le contexte, on est dans les mêmes enjeux à rechercher que sur des bords de champ, avec les mêmes intérêts. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de reprendre les quelques chiffres issus du GTANA qui sont assez parlants sur l'enjeu de ces aménagements qui apportent à la fois d'un point de vue agronomique, environnement et environnement au sens large, que ce soit insectes, flore ou vis-à-vis de la chasse, derrière aussi petite faune des plaines notamment. Bon, donc je vais assez vite, tout ça normalement, ceux qui s'intéressent au sujet connaissent déjà ça. Donc notre objectif à nous, en Vienne, c'était pas forcément de réinventer ce qu'avait fait le GTANA à bord de champ, c'était pas du tout l'objectif, au contraire, c'était de se baser sur ces travaux-là et de développer ce type d'aménagement en Vienne. Alors, comme je vous ai dit, pas les bords de champ au sens strict des 1 mètre, 50, 2 mètres, mais plutôt des bandes fleuries. Je vous redonnerai les caractéristiques juste après. Et c'est parce que nous, en Vienne, le contexte fait qu'on peut encore se permettre de demander un aménagement un peu plus large que 2 mètres. C'est en gros ça pour résumer. Donc, tant qu'on peut encore demander plus, autant demander plus large. Et on est parti sur ce type d'aménagement. Alors, bande fleurie, bande mellifère, bande enherbée, c'est un peu tous les mêmes termes, même si le mélange que vous allez voir est plutôt objectif mellifère. C'est des aménagements peu connus, qui commencent à se développer au niveau national, c'est très bien, et qui, pour nous, on y croit depuis plusieurs années, ont toute leur place pour à la fois d'adaptivité. Moi, je le vois aussi comme un équivalent à la haie, quand la haie ne peut pas être mise, parce qu'on ne peut pas planter un bocage de haie partout non plus, et c'est une bonne alternative d'aménagement. Après, vous allez voir, on a fait de l'expérimentation, c'est assez lourd, mais ce n'était pas pour reprouver ce qu'avait fait le GTANA, c'était plutôt pour avoir des données locales pour convaincre nos agriculteurs. Parce que pour ceux qui ont déjà travaillé avec eux, en général, si ça vient d'un agriculteur de l'autre bout de la France, ils ne vont pas forcément être sensibilisés aux résultats, alors que si un agriculteur de leur département, tout de suite, ça va parler plus, ils vont se dire on a peut-être des conditions similaires, climatiques, sol. Donc, c'était plutôt dans un objectif, on fait de l'expérimentation, mais relativement légère, mais assez lourde quand même, vous allez voir, pour derrière faire un objet de com. Donc, c'est notre objectif à long terme d'avoir un support local de com. Et puis tester, parce qu'on n'est pas parti tout à fait sur le même mélange qu'avait testé le GTANA, sur un mélange
espérons, un peu plus adapté à notre contexte en Vienne, que ce soit soit par rapport aux productions agricoles, soit contexte pédoclimatique chez nous. Donc, c'était aussi l'idée de tester notre mélange à nous. Alors, les conditions, quelles sont les conditions pour entrer en fait, dans notre projet à nous? Comme je vous l'ai dit, on reste sur des bandes en bordure de champ ou en intraparcelle, donc c'est-à-dire en rupture d'une grande parcelle, dans l'objectif d'avoir des bandes pérennes, type mellifère. Alors, on est sur un contrat pour l'instant de 3 ans au minimum, parce qu'il fallait bien mettre une durée pour les premiers courageux qui se lançaient, mais le discours qu'on leur tient et l'objectif, c'est de leur dire ces bandes doivent être là le plus longtemps possible. Si vous les gardez 5 ans, 10 ans, ce serait même l'idéal, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'éthique des agriculteurs qui sont sur des formes de rotation. Donc voilà, on ne pouvait pas faire plus, donc on est resté sur un contrat de 3 ans pour l'instant. Donc après, on était bien sur des aménagements en plus, donc sur de la valorisation. Donc l'idée, c'est qu'on n'accompagnait pas, on ne crée pas des bandes sur des endroits où il y a des obligations réglementaires, c'est-à-dire soit des bandes tampons de limite cours d'eau type PCAE, ou maintenant ce qui se fait de plus en plus, alors je ne vais pas dire un non strict, mais sur les ZNT, donc les zones de non-traitement, où là, effectivement, ils n'ont pas forcément l'obligation de mettre un couvert, c'est plutôt une obligation de ne pas mettre de produits, mais souvent, derrière, ils sont chercheurs, demandeurs de ce type de couvert en mode jachère. Alors là, on ne dit pas de non systématique, c'est du cas par cas, parce que d'ailleurs, ça veut dire géographiquement à côté d'une maison, des choses comme ça. Donc, on essaye de voir si ça nous intéresse. Mais voilà, l'idée, c'est bien du volontariat et c'est pour amener un plus sur l'habitat et les continuités écologiques qu'autre chose. Un contexte, donc, vous l'avez compris, normalement plutôt rural, vraiment pour retrouver ces continuités qu'on a perdues dans les types milieux de plaine céréalières, hein, plutôt que bocagères, dans l'idéal. Donc, c'est contexte rural bocager, enfin, plaine, pardon. Et puis, au niveau des implantations, donc on reste pour l'instant ouvert à des implantations de printemps et d'automne, même si le mélange est plutôt adapté, vous verrez, printemps. Mais ici, les agriculteurs ont plutôt l'habitude d'aménager ce type d'aménagement en automne, donc on le fait quand même. Mais voilà, les deux sont possibles. Alors, la chose qu'on fait, nous, c'est la fédération qui fournit ces semences. Vous verrez, ça a un certain coût, parce qu'on a 150 € à peu près, il y a 2 ans, de l'hectare pour ce mélange, mais moins cher que sur des mélanges type bord de champ que Hommes et Territoires, par exemple, ont pu utiliser. Et la petite particularité, pour essayer de donner un petit coup de pouce aux bandes intraparcellaires, c'est qu'on propose 500 € de l'hectare la première année d'implantation, en gros pour rembourser les travaux de préparation et de semis du sol. Mais clairement, ce n'est pas très bien payé non plus, c'est que la première année. Ils ne font jamais des bandes de 1 hectare, donc imaginez-vous, derrière, c'est des petits virements de 80, 100, 200 €. C'est vraiment plutôt symbolique, mais l'idée, c'est pas que, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'avoir une bande pérenne, donc qu'ils ne le fassent pas pour la manne financière, mais qu'ils en soient d'abord convaincus. Voilà, donc c'est le petit coup de pouce qui, je ne sais pas s'il durera, mais on n'est pas dans l'éthique de tout donner et tout payer non plus. C'est plutôt de convaincre. Alors, le mélange, le voici. Donc, une dizaine d'espèces. Je vous l'ai dit, objectif plutôt mellifère. Je vais vous présenter juste après le tableau des différents intérêts. Alors, vous voyez, la première ligne, c'est plutôt des choses assez classiques que les agriculteurs ont l'habitude de voir, parce qu'on ne pouvait pas venir non plus avec des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qu'ils ne connaissent pas, trop farfelues, ça aurait été un peu trop compliqué. Mais on a quand même tenu à avoir des essences, des espèces qui ont un gros intérêt sur les cirques et puis tout ce qui est abeilles sauvages. Donc ce mélange-là, voilà, c'était une réflexion avec Hommes et Territoires qui nous a beaucoup aidé, hein, Chloé. J'ai eu pas mal d'échanges à l'époque avec le service civique qui était Guillaume Demange sur ce type de mélange-là, et qui est une alternative, un compromis entre celui qui a été proposé dans le cadre des bords de champ et des mélanges type plus mellifères que les agriculteurs eux-mêmes se subventionnent et qui sont moins diversifiés. Et donc, on a coupé la poire en deux, et aussi financièrement, on a coupé la poire en deux. Donc, comme je vous disais, il y a 2 ans, c'était à 150 € de l'hectare, je pense qu'il a augmenté. Et une partie est labellisée végétal local. Alors, je vous remets ça, le détail de ce tableau. Je vais aller assez vite parce que vous aurez le PowerPoint, mais voilà un peu les avantages de chacun. L'idée, c'était bien d'avoir une période de floraison la plus étalée possible.
pour répondre à tous les objectifs au niveau des insectes et à la fois rechercher quand même sur les abeilles sauvages et cirques, parce que les domestiques et bourdons, il y a déjà beaucoup de mélanges commerciaux qui répondent déjà à ça. Et donc, les premiers, là, les 7 premiers sont certifiés végétal local. On a essayé d'aller là-dessus, même si pour l'instant, ça reste encore compliqué et coûteux. On n'a pas pu trouver pour les 3 derniers la bourrache marguerite et la clé des millefeuilles qui soit étaient trop coûteuses parce que manque de quantité, c'est pas des choses très commerciales encore. Bon, depuis 2 ans, j'espère que ça s'est développé, mais je suis pas à jour là-dessus. Voilà, Si je peux juste compléter, vous aurez remarqué qu'on n'a pas de graminées dans notre mélange. Oui, c'est un choix qu'on a fait. Alors, on a d'autres espèces qui sont très couvrantes. C'est souvent l'objectif des graminées, c'est d'avoir une couverture de sol importante pour éviter d'autres adventices qui se mettent. Nous, pour le moment, ce qu'on observe, c'est que voilà, le mélilo, les trèfles font une couverture de sol suffisante. Et voilà, c'était un choix d'aller vraiment sur un objectif auxiliaire et pollinisateur. Et de toute façon, voilà, on est dans l'idée du pérenne. Donc, en fait, les graminées vont arriver, elles sont d'ailleurs arrivées. Et naturellement. Voilà, s'il fallait donner un coup de pouce sur ce qui avait du mal à s'exprimer sur le sol, et c'était celle-ci. C'est une particularité voilà, par rapport au mélange dans mes territoires du JTNA, une des particularités du mélange qu'on a choisi. Donc, on a, pour convaincre les agriculteurs de mettre en place ce type d'aménagement qu'on a dit peu connu dans notre département, on a voulu faire donc des suivis sur ces aménagements. D'abord, pour les convaincre de l'intérêt, nous, on est absolument convaincus, comme l'a dit Caroline. Il reste des agriculteurs à convaincre encore, même si les mentalités changent, évoluent déjà beaucoup en ce sens. Mais aussi et surtout de lever les freins. La crainte qu'on ait une augmentation des adventices dans la parcelle ou une augmentation des ravageurs, ça c'est plutôt quelque chose voilà, qui freine les agriculteurs pour partie. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on voulait axer nos suivis. Donc comme vous le voyez sur le schéma, on a la bande semée en bas de la parcelle. On a déjà un point de suivi dans cette bande-là. On réalise, donc je vais venir dans le détail sur les protocoles qu'on a mis en place, mais donc on a un point de suivi dans la parcelle aussi qui est à 20 mètres là, de notre bande. Et puis un troisième point de suivi qui est sur une bordure témoin, un bord de champ autre qui n'a pas été semé et placé à minimum 100 mètres de notre aménagement. Voilà, pour essayer d'avoir une comparaison en fait, entre un bord de champ non aménagé et la bande semée. On se posait plein de questions et les acteurs se posent plein de questions. On avait réfléchi à mettre plus de points encore de relevé, notamment un point plus loin dans la parcelle, à 50 mètres, voire 100 mètres, pour voir voilà, l'attraction des auxiliaires dans la parcelle. On avait également pensé à faire plus de suivi botanique. Vous allez voir, on a 2 points de suivi et on aurait pu en faire d'autres. Mais bon, il fallait faire un choix entre le temps de travail et les données récoltées suffisantes pour répondre aux craintes et aux questions des agriculteurs. Et donc voilà, le choix a été fait de ces 3 points de suivi. Donc, on a 3 suivis différents sur les parcelles. Le premier, c'est un suivi des auxiliaires volants et des ravageurs. Le protocole mis en place, c'est un transect au filet fauchoir sur 20 mètres. Un premier transect dans la bande, un autre en parallèle dans la parcelle à 20 mètres et un troisième transect sur la bordure témoin. On fait un coup de filet fauchoir sur 20 mètres et ensuite on identifie directement sur le terrain, soit selon les connaissances et la possibilité de déterminer sur le terrain, donc soit la famille, la sous-famille, voire au genre selon nos connaissances et nos possibilités, voilà, sans lubino, etc. On fait sur le terrain et on relâche directement. On avait pensé donc à d'autres protocoles, les cuvettes jaunes par exemple qui sont très très souvent utilisées. On n'a pas fait ce choix-là parce que premièrement ça capture beaucoup d'insectes et d'arthropodes, notamment une partie qui ne nous intéresse pas forcément.
et que ça demande ensuite beaucoup de tri. Donc, on a une destruction des auxiliaires potentiellement plus élevée et puis voilà, un temps de tri de ce qu'on peut avoir dans les cuvettes qui est plus long. On a également, hein, on avait également la possibilité de mettre des pièges comme les tentes malaises ou les pièges à cornets qui là sont encore plus lourds en termes de temps de tri des insectes capturés. Donc c'était voilà, un choix plutôt sur le temps de travail et moins de destruction des insectes et des auxiliaires qu'on pouvait observer. On sait que du coup, c'est pas exhaustif, qu'en observant un seul moment dans la journée, un moment où on passe, on va rater des choses. On en est bien conscient. Donc ce relevé, il est fait 3 fois dans l'année. Une fois début mai, une deuxième fois fin juin et une dernière fois fin août. Ensuite, on avait donc un deuxième suivi faunistique. Donc là, pour observer les auxiliaires rampants et les ravageurs. On est parti donc sur l'habituel pot barbeur. Donc un pot de miel qu'on place dans le sol pendant une semaine de piégeage où on met dans le pot, je pense que la plupart de vous connaissent, un mélange eau, savon et sel. Là, on a donc une semaine de piégeage où on va capturer pas mal d'insectes et d'arthropodes. Pas des quantités phénoménales comme on pourrait avoir dans des cuvettes jaunes. Les cuvettes jaunes, c'est attractif. Là, c'est un piège interceptif. Il va intercepter les arthropodes qui passent et donc on n'a quand même pas une quantité phénoménale d'insectes à trier. Et puis c'est vraiment important parce qu'on va pouvoir observer et capturer des insectes nocturnes, notamment les auxiliaires comme les carabes, les staphylins, qui vont pour une grande partie avoir une activité nocturne et qui du coup ne pourraient pas être observés dans un protocole mené que de jour ponctuellement dans la parcelle. Donc là aussi, les trois pièges dans la parcelle, hein, un dans la bande au même endroit que le transect, on fait tout au même endroit, un autre dans la parcelle et un autre sur la bordure témoin, 3 fois dans l'année aux mêmes dates, mais là où on passe une semaine avant pour mettre en place les pots et on les récolte la semaine suivante. Du filet. Voilà, en même temps qu'on fait le transect au filet. Et pour finir, donc un suivi botanique découvert. Donc là, l'objectif, c'est de suivre d'abord le développement des espèces qui ont été semées. Est-ce que notre mélange il fonctionne? Est-ce qu'il est toujours bien présent? Quelle espèce s'exprime le plus? Et ensuite, également, observer le recouvrement des adventices, que ce soit dans le mélange et dans la parcelle. Donc là, on a 2 quadrats de 8 mètres carrés, un quadrat dans notre bande semée et un autre quadrat dans les premiers mètres de la parcelle. Ce suivi-là, on le fait une seule fois dans l'année, en juin. Voilà, là aussi, hein, une histoire de temps, on n'observe pas forcément la même chose à une autre période de l'année, mais juin, c'était au niveau... voilà, c'est un bon compromis pour les espèces en fleurs, notre mélange en particulier, puis les adventices qui sont exprimés à cette période-là. Oui, alors je vais vous résumer ça, et puis pour vous compléter, il ne faut pas oublier notre objectif de vue. Ce n'était pas forcément d'avoir un protocole pour démontrer des choses qui sont déjà démontrées, c'est plutôt de vérifier quand viennent, en gros, ça marche avec notre mélange, et convaincre les agriculteurs. Donc pour convaincre les agriculteurs, c'est quoi leur peur? C'est la peur toujours de la fameuse plante adventice qui vient contaminer leur parcelle, d'où l'idée du protocole Flore par rapport à ça, et de savoir si le mélange il reste vraiment pérenne, qu'est-ce qui devient au bout de 3 ans, parce que systématiquement, ils ont envie de ressemer sans se poser la question. Donc, c'est aussi pour répondre à cette question, dans 3 ans, bah non, on ne le ressemait pas, il est peut-être encore très bien intéressant, même si c'est des plantes que vous n'avez pas l'habitude de voir, donc c'est les rassurer. Et au niveau des insectes, bah, bien sûr, c'est pareil, c'est de leur montrer cet aménagement-là, il a comme avantage d'amener soit des auxiliaires, ou s'il y a quelques ravageurs, de toute façon, l'équilibre se fera avec les auxiliaires. Donc, en fait, c'était, on l'a parodie, je l'ai dit à l'objectif du départ, mais quand on a établi ces protocoles-là, on avait ça en tête, il ne faut pas oublier cet objectif-là d'abord, ça va être un outil pour convaincre les agriculteurs. Et donc, je complète aussi sur les protocoles, n'est pas aller forcément à l'espèce, enfin, au sous-classement, on est resté quand même aux grandes familles, aux grands genres, parce qu'en fait, les agriculteurs, de toute façon, ne connaissent pas les noms en dessous, ça n'aurait pas parlé. Donc, on est là d'abord pour eux. Alors, voilà ainsi un résumé
des 3 protocoles que Aurélie vous a présentés pour vous montrer un peu le pas de temps. Donc, vous avez compris, il y a le relevé BOTA qui se fait voilà, fin mai, début juin. Le piège barbeur, donc pour les insectes rampants, qui doit se faire 3 fois, avec 2 semaines qui sont prédéfinies pour ça, sachant qu'on pose avant et on revient une semaine après. Donc, c'est quand on revient qu'on applique la récolte du piège barbeur et en même temps le fameux transect d'observation. Et puis derrière, on a la phase d'identification des insectes. Alors, elle vous l'a dit, hein, pour les transects d'observation, c'est tout de suite. Les pièges barbeurs, c'est en fonction de la main-d'œuvre, c'est-à-dire si c'est une seule personne sur le terrain, des fois c'est un peu compliqué en termes de temps, elle le fait plus tard sur le bureau, sinon elle le fait directement sur le terrain quand on peut être deux dessus. Donc, c'est ça. Alors oui, on n'est pas dans un protocole strict scientifique, mais tout de même, quand même un protocole scientifique valable pour être exploité au niveau statistiquement, puisqu'au niveau statistique, en fait, on était obligé de partir sur 30 parcelles. Alors, 33, c'est parce qu'en fait, on avait 3 personnes en plus qui étaient sur le mélange, pour le coup, de hommes et territoires qui avait été semé l'année d'avant. Donc, on les a quand même pris, mais ils sont un peu différents dans le protocole, en tout cas sur la base du mélange. Donc, nous, on est bien sur les 33 parcelles pour ces données statistiques derrière. Et il faut prendre en compte que derrière, tout est multiplié par 3 périodes pendant 3 ans. Donc, on vous a mis un peu de chiffres pour vous rendre compte du volume. Ça fait 297 transects au filet. Pareil pour les pots barbeurs. 33 relevés de flore. 33 enquêtes d'agriculteurs. Heureusement, ce n'est pas 33 agriculteurs, c'en est une douzaine, je crois, une dizaine. Mais bon, après, c'est des parcelles, savoir ce qu'ils ont fait dans leur parcelle. Et 33 quadraflores. Alors, typologie, je vais revenir. Et ça, c'est par an. Donc, il faut vous dire que c'est clairement pas que nous qui faisons ça. On a pu le rendre possible grâce à des services civiques qui viennent minimum 6 mois. Le mieux, c'est jusqu'à 8 mois. Et sans eux, on n'aurait rien pu faire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, première année, je les préfère les nommer quand même, c'est Guillaume Demange et Hugo Pradel l'an dernier en 2e année. Et là, on est en train de recruter la 3e personne pour la 3e année. Mais voilà, c'est pour leur rendre honneur aussi. Ils ont beaucoup bossé et il y a beaucoup de temps de boulot. Nous, on vient les accompagner en soutien sur le terrain, déjà pour les former. Et la phase de récolte, il y a une semaine qui est un peu très, très, très chargée. Et on vient aussi les épauler à ce moment-là. Voilà. D'autres choses pour se rendre compte de l'aspect pratico-pratique, les contraintes. Donc, il faut s'adapter aux conditions météo. Même si on a des périodes de semaines assez fixées qui ont un petit delta de 2 semaines à 3 semaines en fonction du protocole, il faut quand même les respecter. Et donc, quand on tombe sur une fenêtre météo c'était le cas de la première année, très orageuse, très pluvieuse, et il faut faire avec. Il faut attendre que la vague d'orage passe pour ressortir sur le terrain, ou on a des aventures de terrain où le pot a été renversé par la pluie ou recouvert par la pluie, et là, ça met en l'air la donnée, ou inversement, cette année, on a eu l'inverse, la sécheresse. C'est pour creuser les pots, ça peut être plus compliqué, ou pour faire du filet. Alors, le filet, ça peut être une contrainte quand il pleut, mais quand il fait vraiment trop sec, c'est pas mieux non plus. On n'a pas encore exploité les données, mais déjà en ressenti, on a une différence quantité d'insectes entre les 2 années, c'est flagrant. Et puis, les déplacements, là, on vous a mis, alors c'est petit, mais c'est la carte en gros de où sont ces parcelles. Et pour vous donner d'ordre d'idée, entre celles qui sont les plus extrêmes, il y a déjà 1 heure de route. Donc, quand vous y allez, vous avez 2 heures de route dans votre journée rien que pour faire le relevé de ces parcelles-là. Donc, on arrive à optimiser, mais pour vous dire, on n'a pas été difficile parce qu'on a fait au bénévolat, on n'avait pas un contexte scientifique où on était sur une même exploitation agricole et qu'on pouvait multiplier notre parcelles. Donc, on a fait avec ce qu'on pouvait. Mais ce n'est pas optimisé, on est d'accord. Et puis, gros point de contrainte, mais qui est réel, c'est les agriculteurs le font aussi pour nous faire plaisir, le suivi. Pour eux, ils attendent aussi, ils sont curieux, ils nous demandent, mais voilà, c'est pour un peu nous faire plaisir. Et ce n'est pas leur priorité, clairement. Leur priorité, c'est vraiment être agricole, ce qui est normal. Et donc, les relevés qui se font en juin, donc en gros avec la moisson, la semaine du pot barbeur qui doit rester sur place, il y a un petit peu de communication anticipée, de leur rappeler, attention, on continue nos suivis pour éviter que, notamment le pot qui est en plein milieu de la parcelle,
celui dans la bande, en général, pas de problème, mais celui qui est dans la parcelle, quand on est sur une céréale qui doit être maçonnée, ben, ils ne vont pas attendre une semaine qu'on finisse un protocole. Hein. La fenêtre, elle est là pour moissonner, ils moissonnent. Donc voilà, c'est des petits, mais ça s'arrange, il n'y a pas de problème en soi, c'est globalement bien pensé. Mais il faut penser à discuter en amont et communiquer avec les agriculteurs. Un petit point d'amélioration qu'on a déjà vu sans avoir les de résultats, c'est qu'on a profité de l'outil bord de champ, de la typologie des bords de champ faite par le GTANA, pour l'appliquer sur les points témoins. Parce qu'on s'est très vite rendu compte, sans analyse, mais rien de ressenti, qu'on avait des grosses variabilités d'insectes, que ce soit en quantité ou qualité, sur les bords témoins. Et en fait, c'est normal, puisque c'est eux les plus diversifiés. Ils peuvent se retrouver soit sur un bord de route, soit sur une bord de haie, soit sur une bord de chemin, mais qui est entretenue de façon très extensive. Et donc, d'une fois à l'autre, on avait des choses très positives qui étaient voire même mieux que nos bandes mellifères, et inversement, des fois, des déserts d'insectes, si je puis dire, et de flore. Et pour expliquer plus tard au niveau statistique cette variabilité, on s'est dit oui, c'est vraiment important de faire une mini typologie de ces bords témoins pour derrière amener des éléments explicatifs. Et puis finalement, ça sera aussi un bon point derrière pour les agriculteurs, pour les convaincre que c'est aussi important de gérer leur bord de champ de façon plus raisonnée, plus extensive. Là, on retrouve la thématique bord de champ pure. Les semences bio, parce que notre mélange n'est pas labellisé bio, on pouvait pas, il n'y avait pas encore assez de produits, et à l'époque, c'était pas encore trop problématique. On arrivait à avoir une dérogation par le certificateur qui acceptait des mélanges non certifiés bio, mais non traités. Je pense que tout le monde a ce problème-là depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, où les certificateurs ne veulent plus cette dérogation-là. Et ils veulent vraiment des semences bio. Alors, nous, on était sur un fin de stock qui n'est pas encore labellisé. On va rester encore là-dessus jusqu'à la fin de l'expérience. Mais clairement, si on veut continuer, il faudra avoir des semences bio parce qu'on est déjà sur des profils d'agriculteurs sensibilisés à cette thématique de continuité écologique, d'auxiliaire de culture, de limitation des traitements. Donc, clairement, c'est des agriculteurs bio derrière. Donc, ils ont des contraintes qu'ils ont eux et il faut, si on veut les accompagner, répondre à ces contraintes. Et le dernier, amélioration du mélange, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, c'est juste qu'on est quasiment sûr qu'on aura des retours sur mélange entre ce que nous, on a relevé, ce que les agriculteurs ont comme ressenti, et vous l'avez bien vu, on n'a pu faire qu'un seul mélange, on va pas faire non plus tout, donc on a fait un mélange à peu près tout terrain, et sauf que la Vienne n'est pas tout terrain, enfin, elle est très variée, que ce soit des sols argileux, calcaires et limoneux, donc on verra comment on améliore ça. Est-ce qu'on fera toujours qu'un seul mélange ou plusieurs mélanges? À voir. Ça, c'est moi aussi. Ah, c'est toi. Donc, les premiers résultats, le premier résultat, et même la première réussite, c'est la mise en place de l'aménagement. Là, on vous a mis quelques photos, donc des aménagements des fois en bordure de haie, comme la photo en bas à gauche, entre des parcelles, comme en haut à gauche, et puis, ça c'est notre plus grande fierté, en intraparcellaire, complètement pour couper des grandes parcelles, donc comme la photo à droite avec le tournesol. Donc ça, c'est vraiment la première réussite, c'est que finalement, en y passant du temps, nous et puis les services civiques, on a réussi à mobiliser des agriculteurs et à lancer une première dynamique. En 2020, donc, on avait 3 agriculteurs pour moins d'1 hectare, donc c'était l'ancien mélange. On n'avait que 3 agriculteurs qui étaient dans l'agriphone. 2021, donc avec l'arrivée du service civique et le lancement de l'action, on a mobilisé 16 agriculteurs pour plus de 23 hectares. Donc là, voilà, c'était vraiment la grosse dynamique qui s'est lancée. Et puis là, en 2022, on a 6 nouveaux contrats, donc un ancien agriculteur et 5 nouveaux, avec presque 7 hectares. Donc, voilà, on ne fait pas le suivi chez eux, hein. C'est des aménagements en plus. Maintenant, on est parti sur ceux qui avaient implanté en 2021. Nous, on fait le suivi vraiment sur nos actions de 2021, mais on continue à proposer les semences et à promouvoir l'aménagement. Et ça continue, donc pas autant qu'en 2021, on avait vraiment mis le paquet pour mobiliser et trouver des agriculteurs intéressés. Mais c'est le mélange non certifié bio qui bloque, hein. Sinon on aurait fait plus de contrats, je pense. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'agriculteurs bio qui sont intéressés, mais pour le coup, les certificateurs sont plus bloquants. Donc ça, voilà, c'est notre premier résultat. Ensuite, donc, notre résultat, c'est une base de données très, très fournie.
Pour le moment, c'est un Excel. Par exemple, je vous ai mis, pour avoir un ordre d'idée, en 2021, on a 18 600 arthropodes, et pas insectes, mais arthropodes collectés. Donc, ça fait des sacrées données qu'on n'a pas encore exploitées. On n'a pas les chiffres pour 2022 parce qu'on n'a pas terminé de saisir, mais voilà, on en avait un peu moins cette année, mais ça fera quand même une sacrée base de données à nouveau. Voilà, ça fait beaucoup de données. Il va y avoir un gros travail d'analyse, on va y venir ensuite. Notre objectif, c'est quand même qu'on valorise aussi toutes ces données collectées. Et puis, voilà, comme on l'a dit, les agriculteurs, ils font le suivi un peu pour nous faire plaisir, un peu par curiosité. Nous, on voulait les tenir en haleine, on voulait les garder dans notre action Agriphone, dans le réseau. Et donc, à la fin de l'année 2021, on leur a fait individuellement des fiches bilan de ce qu'on avait trouvé dans leur parcelle. Voilà, des données brutes, vraiment des chiffres bruts de ce qu'on avait trouvé sans analyse, et on l'a bien spécifié pour pas que ça leur fasse peur ou enfin voilà, que ça leur donne de fausses idées. Mais bon, on voulait leur faire un petit retour. Donc on a un rappel du protocole, enfin des protocoles, et puis quelques chiffres sur quelles sont les espèces de plantes qu'on a le plus retrouvées. Est-ce que c'est des plantes compagnes, est-ce que c'est des adventices? Et puis pour les insectes, de la même manière, des chiffres globaux sur les auxiliaires et les ravageurs. Quels sont les insectes qu'on a trouvés? Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour eux ou non? Et spécifique à leur parcelle à chaque fois. Voilà, individualisé à la parcelle. Vraiment, ça c'est pour... voilà, on sait que pour les garder dans l'action, il faut continuer à communiquer avec eux, à leur donner un retour. Voilà, pour qu'ils acceptent aussi de poursuivre l'action avec nous, malgré le contrat où ils sont engagés à maintenir le couvert. Par contre, l'action de suivi, c'était du bénévolat aussi complet. Donc, c'était important pour nous de continuer à communiquer avec eux. Et puis, c'est eux ensuite aussi qui vont communiquer aux autres agriculteurs. Et donc, ça va permettre d'avoir aussi un peu des idées déjà premières pour eux. Donc, c'est vraiment des premiers résultats. On l'a dit, donc là, on mène 3 ans de suivi, d'observation de terrain. Et on fera une 4e année d'analyse. Mais voilà, pour le moment, on récolte des données brutes et on se penchera ensuite sur l'analyse. Donc justement, la suite de cette action qu'on vous présente aujourd'hui, mais voilà, qui est en cours, qui a bien avancé, mais qui est toujours en cours. Donc l'année prochaine, la dernière année de récolte de données terrain. Et puis, on va faire une enquête auprès des agriculteurs. Alors, chaque année, on leur demandait un peu leur itinéraire technique, quand est-ce qu'ils broyaient, comment ils entretenaient la bande, quelle était la parcelle à côté, quelques données d'itinéraire technique. Mais là, on veut faire une enquête poussée sur leur ressenti vis-à-vis de la bande. Comment eux, ils ont ressenti le mélange? Est-ce que pour eux, ça a bien fonctionné? Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir plus de ravageurs dans la parcelle ou plus d'adventices? Voilà. Comment eux ont apprécié cet aménagement? Est-ce qu'ils sont toujours favorables ou non? Est-ce qu'ils comptent du coup le maintenir à l'issue du contrat de 3 ans, où ils devaient le maintenir 3 ans minimum? S'ils disent oui, on a gagné. Voilà. On espère qu'au bout des 3 ans, ils ne vont pas nous l'enlever tout de suite. Nous, au bout de 2 ans, ce qu'on a observé, c'est que quand même le mélange se porte toujours très bien, avec des espèces qui s'expriment différemment la première et la deuxième année. On verra l'année prochaine aussi ce qu'il en est. Peut-être que finalement, on visait un mélange pérenne et que notre objectif, c'est de voir qu'il le sera, mais peut-être qu'on se rendra compte que déjà, au bout de 3 ans, ce n'est plus le cas. Pour le moment, ça a l'air d'être parti pour quelque chose de plutôt pérenne. On verra, parce que la sécheresse, ça fait du mal aussi. Oui. On verra. Voilà, et donc ensuite, une 4e année, donc vraiment avec des analyses statistiques. On a fait ce qu'il fallait dans notre protocole et surtout dans nos nombres de relevés pour pouvoir analyser ça. Donc sûrement via un stage de master cette fois, et peut-être pas un service civique. Et puis ensuite, on fera, donc l'objectif, c'est vraiment de faire de la communication auprès des agriculteurs pour continuer à promouvoir cet aménagement. On organisera des journées techniques, on fera des articles, des flyers, voilà, de la communication. Puis retour au réseau des GTN. Oui, aussi, là-dessus aussi, bien sûr. Mais vous avez vu la masse de données qu'il y a, effectivement, on ne fait pas l'analyse dès 2023. De toute façon, on n'est pas sur des pas de temps qui collent avec des stages, puisque le terrain se finit fin août.
et les stages sont déjà finis. Donc, c'est bien l'idée de faire un stage spécifique après analyse des données en 2024. Et si, par hasard, il y a quelques bandes qui sont encore sur place, rien ne nous empêchera de Oui, on ira peut-être faire les petits relevés de terrain, mais vraiment botanique peut-être pour simple voir si voir s'il y a toujours quelque chose en 4e année, est-ce que c'est toujours pérenne? On s'interdit pas, en espérant que les aménagements seront encore là, d'aller les visiter également. Voilà. Et donc, on verra si on a besoin d'adapter le mélange ou pas. Voilà, comment on adapte notre action au résultat, et si on arrive à continuer à avoir cette dynamique auprès des agriculteurs, de mobiliser toujours de nouveaux agriculteurs. Voilà. Merci à vous. Merci Caroline et Aurélie pour cette présentation très complète. Donc, je vais proposer aux participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre directement la parole pour poser vos questions à Aurélie et Caroline. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans cette thématique, on est bien d'accord que s'ils n'ont pas l'occasion d'avoir des services civiques ou du temps, ils ne sont pas obligés de se lancer sur la phase d'expérimentation comme on l'a fait. Nous, c'est un choix pour argumenter encore plus auprès des agriculteurs, mais il ne faut pas hésiter à se lancer sur ce type d'aménagement qui est déjà prouvé et qui a déjà quand même des données. Il y avait le GTNA, mais aussi l'INRA qui a fait des choses là-dessus. Dans la Biblio, on trouve des informations. Voilà, après, ça parlera ou pas aux agriculteurs, mais après, ça n'empêche pas aux autres structures, s'ils le souhaitent, de promouvoir cet aménagement. Il ne faut pas hésiter à aller là-dessus. Et ça, c'est une forme moins lourde. C'est ce qu'on a fait avant sur les anciennes conventions agrifones. J'étais sur des versions basiques sans suivi. Bon, on a amélioré aussi le mélange parce qu'il était plutôt type herbacé classique que mellifère. Mais voilà, il ne faut pas que ça prenne peur à tout le monde. On est bien conscient que c'est énergivore. Et je le redis, sans les services civiques, rien de tout ça serait possible, clairement. Même nous, en étant appuyés par les services civiques, ça nous prend du temps aussi. C'est parce que je crois que toutes les deux, on en est convaincus et qu'on le fait. Mais voilà. Et puis, je remercie encore Chloé d'Hommes et Territoires qui, l'an dernier, pour l'établissement du protocole et des choix de mélange, nous a particulièrement aidé et a passé beaucoup de temps. Et voilà, je préfère la remercier devant tout le monde. Elle est très disponible là-dessus. Chloé, si tu veux répondre. Je ne voulais pas couper l'herbe sous le pied à Sixtine. Il n'y avait pas particulièrement de questions. C'était déjà pour remercier Aurélie et Caroline. Voilà, je ne découvrais pas le projet, mais je trouve que la restitution était très complète et très bien présentée. Et en plus, vous ouvrez le bal de ces webinaires techniques agrifones, donc il y en a encore pas mal à venir. Je voulais appuyer ce que vous disiez sur les suivis et sur la nécessité d'avoir du temps et de la disponibilité. Et ce qui est aussi important dans le déploiement de ce genre de propositions et d'aménagements, c'est aussi du temps d'animation, parce que l'air de rien, effectivement, amener la thématique avec des suivis locaux, c'est ce qu'on montre, et c'est vraiment le but d'Agrifaune. Effectivement, on ne fait pas de la recherche, mais on amène sur le territoire des résultats de recherche, et ça permet aussi une appropriation et le bouche à oreille des agriculteurs, parce que parfois, nous on l'a vu en Beauce, on a beau sortir des jolis tableaux, des jolies figures statistiques, un agriculteur qui va résumer en 3 mots ce qu'on s'échine à dire depuis 20 minutes, « Ah non, mais c'est super, c'est moi, ça marche bien », en fait, c'est comme ça qu'on gagne. Et ça, de faire discuter les métiers, discuter les agriculteurs entre eux, les conseillers, c'est de l'animation, c'est être sur le terrain, faire des journées techniques, publier dans la presse agricole, des choses comme ça. Et voilà, c'est pas... c'est important aussi. Voilà, je pense que j'ai appuyé ce que vous dites et que vous l'avez très bien fait, mais c'est partout et pas qu'en Vienne. Voilà. Et merci encore pour la présentation. Je vais donner la parole à Sixtine. Oui, merci. Merci pour la présentation déjà. Nous, c'est une thématique, les bandes fleuries, qu'on suit aussi pas mal en Île-de-France, alors soit des bandes fleuries intraparcellaires,
soit avec des mélanges souvent très complexes ou des couverts un peu plus simplifiés, notamment sur des mesures agro-environnementales et climatiques. Et c'est toujours intéressant, voilà, de voir ce qui se fait ailleurs. Moi, je me posais une question très pratique sur le mélilo, parce que c'est une espèce qu'on a pas mal dans des mélanges, notamment le mélange Pronectar. Et nous, dans beaucoup de cas, en fait, on voit qu'elle prend le dessus en deuxième année. Et derrière, elle empêche parfois le mélange de s'exprimer les années d'après. Donc, je ne sais pas si à ce stade, vous avez déjà peut-être du recul là-dessus. Après, vous avez des vivaces associées dans ce mélange, donc ça change peut-être la donne. Mais voilà, j'étais intéressée d'avoir votre retour là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a observé aussi. Le mélilo en deuxième année, là, il a explosé et il n'était pas aussi présent la première année. On a quand même d'autres espèces qui s'expriment soit en décalé, soit quand même au travers. C'était un peu une des craintes. La première année, non, c'était le trèfle incarnat qui s'est vraiment fortement exprimé. Ouais. Et deuxième année, le mélilo. Après, je ne dirais pas que ça vient étouffer. On on l'a ressenti très présent, mais par exemple, sur le dernier passage fin d'été, finalement, toutes les autres, il y en a eu d'autres plantes qui s'exprimaient à nouveau. On avait la bourrache qui refleurissait, le souci la grande marguerite aussi, je crois. La culée millefeuille qui est arrivée après en floraison. Oui, la grande marguerite, elle était au milieu du mélilo. On avait vraiment par endroits des bandes jaunes et blanches cette année. Donc on verra. Ouais. On verra la troisième année ce que ça donne. Parce que je n'ai pas trouvé que ça étouffait non plus. Et ça faisait trop concurrence à voir. C'est peut-être qu'on va observer l'année prochaine. Peut-être qu'on va en avoir plus que le mélilo. On n'espère pas, mais peut-être que c'est ce qu'on va observer. En tout cas, on a eu le même constat là en cette deuxième année. Ouais. La première année, c'était assez drôle parce que d'un agriculteur à l'autre, ou même sur un même agriculteur, mais d'une parcelle à l'autre, on avait vraiment une grosse variabilité d'expression du mélange. Soit assez homogène par rapport à ce qu'on avait semé, soit une espèce qui ressortait beaucoup, comme tu disais, celle-ci tout à l'heure. Des fois, c'était le sarrasin ou le trèfle, c'est ce que tu disais. Mais la deuxième année, je trouvais que tous les mélanges se retrouvaient, étaient homogènes, quel que soit le type de sol et l'itinéraire technique qu'avaient fait les agriculteurs. Visuellement, après le relevé de fleurs, je ne l'ai pas vu dans le détail, mais en ressenti, on avait quelque chose de plus homogène. Il y a très, très hétérogène la première année du semis. On verra la troisième année. Mais on verra cette crainte. C'est ce qu'on dira aussi dans l'évolution du mélange. Pour l'instant, on ne peut pas statuer. On attend de voir à l'année prochaine voir ce que ça donne. Mais à surveiller effectivement le mélilo. Vous serez intéressé en tout cas des résultats. On fera une communication. Maintenant, ça sera 2024, le temps que les résultats soient analysés. Il y a d'autres questions? Moi, j'en avais juste une, du coup, les filles. Est-ce que vous aurez des premières tendances de résultats sur les populations d'arthropodes, une diminution, une augmentation des espèces? Alors, on a observé une différence entre la première et la deuxième année qu'on attribue surtout à la météo. Parce que vraiment, en fonction des conditions météo, on n'a pas les mêmes choses. On a eu des périodes plus pluvieuses et puis une période où il a fait trop sec au contraire et qu'en termes de pluie on avait beaucoup moins de choses dans les Deux années opposées. La première, c'était pluie sans cesse au printemps, avec même le terrain difficile. L'été qui s'était amélioré, on va dire, et cette année, l'inverse, une sécheresse depuis l'hiver même, et forte température. Donc, on a deux choses très opposées. Et rien qu'en ressenti, la première année, c'était beaucoup d'insectes. On y a passé beaucoup de temps dans les pots barbeurs, dans les filets. Alors que cette année, on s'est dit, alors c'est peut-être le coup de main qu'on est devenu plus doué, je ne sais pas. Mais non. Il y avait vraiment, en termes d'insectes, en quantité en tout cas, qualitatif, je n'ai pas regardé dans le détail. En termes de quantité, cette année, c'était bien moins, que ça soit en volant avec le filet. Surtout les même le rampant, on avait des pots l'an dernier qui étaient noirs d'insectes. Cette année, ça a dû nous arriver beaucoup moins de fois. Donc après, dans le détail, ça on ne peut pas dire encore, parce qu'on n'a pas remis le nez dedans. Okay, merci. Après, on voit bien quand même la différence en ressenti, mais c'est que du ressenti, de la différence de quantité d'insectes sur la bande elle-même et la culture. Ça, clairement,
on le ressent déjà, que ça soit d'ailleurs en quantitatif ou même en variété d'espèces. Après, sur les bords témoins, c'est bien pour ça qu'on est passé à faire la typologie des bords témoins. Là, c'est très variable. Là, on peut avoir des choses qui ressemblent plus à la culture ou des choses qui ressemblent plus à la bande mellifère, voire qui sont encore plus sympas que sur la bande mellifère. Mais en général, quand on les regarde, celles qui sont les plus sympas, avec le contexte, c'est soit une haie, soit un bord de fossé. Enfin, ça s'explique, quoi. C'est évident. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé et du coup, voilà, quelque chose qu'on a amélioré pendant notre action. Ça, c'est nos bords de champ, ils sont très diversifiés. Et du coup, sûrement que voilà, dans nos journées techniques à la fin, au-delà de promouvoir cet aménagement, ce sera aussi de promouvoir une gestion de vraiment de leur leur champ. bord de champ, quoi. On va rattraper un peu voilà, la thématique bord de champ du GTNA, où on va vraiment aussi évoquer toute cette thématique de gestion, parce qu'ils ont déjà des choses très intéressantes sans avoir besoin de semer parfois. Oui, Chloé. Pour aller dans le même sens que ce qui est dit, on s'est amusé aussi à faire des suivis du coup pollinisateurs et arthropodes rampants dans les bordures de champs. Alors pour le coup des bordures de champs d'1,50 m, 2 mètres, avec des profils de végétation différents, des bordures de champs soit très peu diversifiées, très graminées, soit adventices ou soit très fleurie par l'implantation d'un couvert de fleurs pérennes. Au niveau des pollinisateurs, il n'y a pas photo. Enfin, on enfonce peut-être une porte ouverte, mais au moins on le montre statistiquement. Il y a de la fleur, il y a du pollinisateur, ça c'est certain. Par contre, par rapport aux arthropodes, c'est beaucoup plus complexe et il faut aller même se plonger dans l'écologie des espèces. Alors, on n'est pas des pros en entomo, mais avec l'aide d'une stagiaire, on a identifié à l'espèce les carabes. Et en fait, il s'avère que sur des bordures de champs très graminées, on a énormément de carabes. Alors, en richesse spécifique, on est un peu moins diversifié. Par contre, en fait, on a tout le cortège des carabes inféodés au milieu agricole et donc granivores, qui là, pour le coup, se réfugient dans les bordures et consomment les graines d'adventice. On a été aussi faire des suivis à l'intérieur de la parcelle en face de ces deux modalités de bordure. Et là, voilà, le signal, il est complètement brouillé. Enfin, on n'a rien quoi, de très tranchant. Ce qui s'explique aussi parce qu'on est dans le vivant, on est sur des espèces qui ont des distances de prospection et de déploiement différentes. Donc, en fait, va y avoir effectivement des effets climat, mais aussi des effets paysages, sans parler des effets pratiques. Et je vous renvoie au webinaire qui a été mené par l'INRA sur le projet Scarabée sur les bandes fleuries intraparcellaires, sur lesquelles il y a eu pas mal de suivi biodiversité dans les bandes fleuries au regard de pratiques à la fois dans des parcelles conduites en bio, en ACS ou en conventionnel, avec tout un cortège de gradients de pression chimique ou mécanique qui vont bien sûr impacter tous les taxons qu'on peut regarder dans la biodiversité qu'on a en milieu agricole. Voilà. Merci Chloé. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je complète juste une chose, alors je change de sujet, hein, mais j'y pense là. Je reprends ma casquette fédération de chasseurs. Alors, on n'a pas de protocole spécifique sur les suivis faune, enfin macrofaune et grand gibier ou autre. Mais à chaque fois qu'on fait les relevés, on note quand même tout ce qu'on peut observer. Que ça soit globalement, ça va être du chevreuil, beaucoup de chevreuil, mais aussi lierre un petit peu, et puis caille des blés aussi sur les parcelles où effectivement il y avait une céréale à côté. Donc tous ces éléments-là sont pris de façon un peu opportuniste, mais c'est aussi intéressant. Et puis même les agriculteurs, quand on leur en parle, c'est un sujet qu'ils aiment bien aussi aborder, même s'ils ne sont pas chasseurs, de dire « Ah oui, tiens, j'ai vu ça sur mon couvert », parce que c'est vrai que les insectes, ils ne les voyaient pas tous, alors que voir une espèce faunistique des plaines qui passe dessus, ils en sont déjà contents, quoi. Donc voilà, c'est le petit aparté pour dire que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas un protocole dessus strict, mais ça, c'est le problème de tous les sujets, je crois, agrifaune, on passe tous par l'intermédiaire habitat et insectes, mais voilà, on le note quand même et on verra ce que ça donne. On ne sera pas statistiquement exploitable, mais rien qu'un objet de com ou même prendre une photo quand on est sur la bande et qu'on voit une espèce de quelle qu'elle soit dessus, c'est toujours sympa quoi, pour communiquer.
Ça fait un argument de plus pour les agriculteurs aussi. Il y a une fiche de notation des couverts qui a été développée par le GTN Interculture sur la faune qui prend en compte la présence de ressources végétales et animales, notamment avec les insectes, et des notions de pénétrabilité du couvert. Nous, je sais qu'on l'avait utilisé quand on avait travaillé sur le mélange polyphonie-flore, du coup, donc qui était un mélange plutôt jachère ou intraparcellaire en bande. Orienté pollinisateur, mais on avait travaillé avec la Fédération de chasse et du coup, ça nous avait permis quand même de faire quelques notations sur des effets densité, hauteur de couvert et d'observer voilà, sur des fins de saison où il n'y a plus trop de floraison, mais où le couvert il est très fréquenté par des orthoptères, des choses comme ça, on sait que c'est de la ressource pour la vie faune, quoi. Et effectivement, des ronds de chevreuil qui avaient fait la sieste là, on en a croisé pas mal. Ouais. Écoute, ça nous intéresse si tu peux nous passer l'info. Si en 3e année, on a l'occasion de rajouter ça, si c'est pas trop lourd, mais à voir. Je pense que je peux retrouver la fiche, mais je pense que ça va être dans Opéra, dans les données dans le dossier interculture. Okay. Mais je peux essayer de le retrouver. Pas de problème. C'est gentil. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arriver au terme de ce webinaire. Donc, merci encore à Aurélie et Caroline pour leur présentation et à tous les participants. Donc, comme indiqué, ce webinaire sera disponible avec tous les autres sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale. On vous enverra le lien d'accès ainsi que le diaporama de présentation. Et je vous ai remis pour finir le programme des prochains webinaires sur la diapo suivante. Donc, avec la semaine prochaine, le département des Deux-Sèvres qui nous présentera comment intégrer les différentes actions agriphones dans les systèmes d'exploitation. Le 2 décembre, la gestion des haies sur l'exploitation d'un lycée agricole en Creuse. Le jeudi 8 décembre, le bilan des actions agriphones menées depuis 5 ans sur un GI2E en Nord-Charente. Et le 15 décembre, les suivis couverts interromps en viticulture en Charente-Maritime. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Aurélie et Caroline. Merci à tous. La semaine prochaine pour la suite de la série. Bonne journée, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci.